Bienvenue, on va continuer. Alors maintenant, on va voir si on remarque qu'on a un enfant dyslexique, qu'est-ce que nous devons faire. Alors j'avais commencé. On avait dit qu'il faut voir le médecin, le pédiatre, qui prescrira un bilan orthophonique. Et à ce moment-là, si la dyslexie est confirmée, il y aura besoin d'une rééducation orthophonique qui pourra être proposée au moins 2 fois par semaine, parfois plus. Ça dépend vraiment un petit peu le degré de dyslexie. Donc, ces consultations vont permettre de compenser la dyslexie, mais pas de la guérir. Donc, ça va permettre à l'enfant de gérer sa dyslexie, de vivre avec, de composer avec et d'entrer dans sa destinée. Et c'est possible. On l'a vu avec notre fille. L'enfant a besoin de trouver des astuces pour gérer la dyslexie. Et de nouveau, c'est chaque enfant, ça sera différent. Notre fille avait aussi des problèmes de mémoire. L'orthophoniste lui a donné 10 mots courants, comme la table, la chaise, le chat, le chien. Et à la fin des 10 mots, elle devait dire tous les mots dont elle se rappelait. Et c'était seulement le dernier qu'elle se rappelait. Donc, il fallait travailler la mémoire. Quand vous devez apprendre des leçons à l'école et que vous avez une mémoire comme ça, c'est compliqué. Donc elle a dû travailler sa mémoire visuelle. Elle a aussi une intelligence musicale. Donc elle apprenait parfois les leçons ou certains cours en chanson. Les villes avec leur chef-lieu, de Lomé à Saint-Cassé, on l'a fait en chanson, je vous le disais l'autre fois. Parce que c'est comme ça qu'elle a pu, en 15 minutes, connaître toutes les villes de Lomé à Saint-Cassé avec leur... c'est quoi, chef-lieu qu'on dit? Je ne sais jamais. Ça fait longtemps. Mais autrement, pendant des jours et des jours, elle a essayé d'apprendre, ça ne rentrait pas. Mais avec la musique, c'était parfait. Elle connaît les chants, elle retient les paroles. Donc il faut trouver les astuces qui conviennent à chaque enfant pour qu'il puisse arriver à compenser cette dyslexie et à la gérer. Il faut aussi apprendre à développer l'attention d'un enfant dyslexique parce que très souvent, la dyslexie est associée avec un déficit d'attention, parfois avec, parfois sans hyperactivité. Donc vous avez la dyslexie plus tout ce que mon mari a partagé avant, et peut-être encore une hyperactivité. Tout ça, ça peut faire partie du lot. Notre fille, elle n'arrive pas à se concentrer parce que si les oiseaux chantent, elle écoute les oiseaux chanter. Si le camarade a laissé tomber le crayon, toute son attention va vers le crayon qui est tombé. Et après, elle doit revenir. Elle en était où, elle ne sait pas. Donc, elle doit recommencer depuis le début pour pouvoir reprendre là où elle en était. Donc, c'est clair qu'avec ça, c'est très très lent, les études. Donc, est-ce qu'il y a besoin d'un casque pour insonoriser les oreilles? Est-ce qu'il y a besoin d'une musique de fond pour aider à se concentrer? C'est toutes des choses qu'il faut voir. L'enfant dyslexique a très souvent une mauvaise estime de lui-même parce que justement, il a été beaucoup jugé, comparé, critiqué parce qu'il n'arrivait pas au niveau des autres. Donc, il a l'impression qu'il est nul, qu'il est rien. Et c'est faux. On a vu que Einstein était dyslexique. Et qu'à la NASA, ils prennent les dyslexiques. La moitié des ouvriers qui travaillent à la NASA sont dyslexiques. Donc, ce n'est pas un moins, c'est un plus. Il faut qu'on se rende compte, il faut qu'on les accompagne dans ce sens-là. Donc, il faudra beaucoup, de nouveau, encourager, valoriser, lui montrer notre amour de manière inconditionnelle. Et puis, les défendre. Parfois, il faut aller chez les enseignants, il faut expliquer. Et puis, aller expliquer une fois, ça ne suffit pas. Vous pouvez aller voir le directeur, vous allez voir les enseignants. Et après, quand ils sont au collège, il faut aller voir prof de maths, prof de français, prof de ceci. Il faut expliquer. Oui, oui, madame, pas de problème. Mais après, l'enfant revient quand même avec parfois des surprises. Alors, on va voir aussi quelles sont les erreurs à éviter avec un enfant dyslexique. La première chose, c'est de retarder le diagnostic. Là, on voit que l'enfant a un problème, mais on se dit, ouais, c'est pas grave, c'est de la paresse, c'est ceci, c'est cela. On
doit comprendre que plus on prend en charge l'enfant tôt, plus il aura des chances de gérer sa dyslexie. Si on détecte ça très vite et qu'on le prend en charge, ça ira beaucoup mieux. Il faut éviter de mettre la pression. Éviter les reproches. On ne mettra pas en doute son intelligence ni sa bonne volonté. Parce que ce n'est pas un problème d'intelligence, ce n'est pas un problème de mauvaise volonté. Il y a la volonté qui est là, l'intelligence est là, mais c'est différent. Son cerveau fonctionne autrement. Et si on met en doute son intelligence, on détruit l'estime de soi de l'enfant. Si on met en doute sa bonne volonté, alors qu'il fait déjà plus d'efforts que les autres, il va être complètement découragé. Il faut aussi éviter de passer à côté d'un déficit auditif ou visuel. Peut-être l'enfant ne peut pas lire, ce n'est pas parce qu'il est dyslexique, mais c'est peut-être parce qu'il a besoin de lunettes. Et on va parler de la vue tout à l'heure. Ou bien il n'entend pas bien. Il y a un problème avec l'ouïe. Donc on ne va pas forcément mettre tout sur la dyslexie, mais on doit vérifier et puis contrôler, faire un diagnostic pour savoir vraiment qu'est-ce qui se passe. Éviter de surcharger la lecture et favoriser la lecture à haute voix. C'est mieux 3 fois par jour, quelques phrases, que pendant 1 heure faire de la lecture et de la lecture et de la lecture. Non, prenez une phrase et puis 2 heures plus tard, appelez l'enfant, faites une phrase. Et puis favorisez la lecture à haute voix parce qu'il va associer, il sait parler le français par exemple, et il va associer ce qu'il voit au son qu'il entend et à la langue qu'il connaît. Et il va pouvoir faire la différence de ce qu'il voit. Parce que ce qu'il voit, c'est différent de ce que nous on voit. Donc lorsqu'il voit sous ces déformations dans ses yeux, et qu'il entend le son et qu'il comprend que c'est juste, ça va l'aider à surmonter sa dyslexie. Donc faites de la lecture à haute voix. Il faut éviter d'apprendre par cœur. Il faut favoriser la compréhension. C'est trop compliqué de faire apprendre par cœur. L'enfant doit comprendre. Après, il va le dire avec ses propres mots. On avait un répétiteur pour notre fille. Il pose une question, elle donne la réponse. Le maître dit non. Et il donne la réponse et c'est simplement des synonymes. Et là, j'ai dit, mais on a un problème. Parce que si l'enfant a compris, il utilise ses propres mots, c'est OK. Évitez de taper l'enfant. Ça ne sert à rien. Ça ne va pas changer son cerveau, son fonctionnement. Parce qu'on a dit que ce n'est pas un problème de bonne volonté. C'est un problème de cerveau qui fonctionne autrement. Évitez de le faire lire devant les autres. Parce que les autres sont un peu moqueurs. Et puis, il ne va plus vouloir lire si les autres se moquent. Donc, prenez-le seul quelque part. D'abord, ça va éviter la distraction. Gardez un lieu silencieux, mettez un instrumental au fond si ça peut l'aider. Et puis, faites de la lecture avec lui seul. Comment aider concrètement? Les parents et les enseignants vont devoir faire preuve de beaucoup de patience. Pour répéter, faire apprendre, mémoriser les leçons, etc. J'ai passé par là, hein. Je vous assure, ça demande énormément. Il faudra trouver les astuces avec l'enfant et adapter à chaque enfant. Chaque enfant est unique, chaque enfant est différent. Aussi dans la dyslexie. Pour qu'il arrive à étudier, à mémoriser ses cours et puis qu'il puisse continuer son cursus scolaire normalement. L'enfant a besoin de plus de temps que les autres pour faire le même travail. Donc ce qu'un enfant fait en 1 demi-heure, lui, il a peut-être besoin d'1 heure. Il faut savoir que son cerveau fournit beaucoup plus d'efforts que celui des autres qui n'ont pas ce trouble. Et il aura besoin de boire énormément pour bien irriguer son cerveau. Et il aura besoin de dormir suffisamment pour que le cerveau puisse donner le meilleur. Alors si vous avez des enfants avec des troubles de dyslexie ou n'importe quel trouble, c'est valable. Donnez suffisamment à boire de l'eau et pas du sucre. Le sucre, c'est destructeur. C'est vraiment mauvais le sucre. Je sais qu'aujourd'hui, on a du sucre partout.
il y a des études qui disent qu'un enfant de 8 ans aujourd'hui a ingurgité plus de sucre que nos parents dans toute leur vie. Et le sucre, il nourrit les cellules cancéreuses, entre nous soit dit. On aura le cancer qui se multiplie, donc, mais stoppez le sucre. Évitez tout ce qui est sucré. Donc, beaucoup de sommeil. Le cerveau doit pouvoir se reposer. Il doit y avoir des retours au calme. Et puis, beaucoup boire. Si possible, interroger oralement. Poser des questions oralement, plutôt que par écrit. Ça aide beaucoup l'enfant. Là, je vous ai fait une petite démonstration. Le professeur ou le parent peut réécrire le cours, ajouter des couleurs aux phrases dans les cahiers en soulignant les sons complexes. Là, j'ai souligné ou surligné tous les sons OU. Et si vous faites ça, l'enfant, chaque fois qu'il y a cette couleur jaune, il sait que c'est OU. Chaque fois qu'il y a la couleur verte, il sait que c'est ON. C'est comme ça que je l'ai mis moi comme exemple. Mais il faut voir avec lui qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui fonctionne. Souligner, surligner les choses importantes. Ça va aider l'enfant à apprendre. Ça va permettre au cerveau de l'enfant de séparer ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Pour la lecture, on peut cacher une partie du mot avec le doigt ou un carton et puis le faire lire syllabe par syllabe. Là, ensuite on enlève un petit bout. Première, la première. Donc on cache un mot, on laisse les syllabes, puis on dévoile les syllabes petit à petit. Ou même les phrases, ça dépend de l'enfant. On peut mettre une feuille de papier vierge pour cacher le texte et puis juste libérer la première ligne à lire. Comme ça, il ne va pas se perdre dans les lignes. Et ça va permettre au cerveau d'être soulagé et de pouvoir se concentrer et ça sera plus facile pour l'enfant. Donc voilà, ça c'est rapidement beaucoup de choses par rapport à la dyslexie que les enfants peuvent avoir et qui ont besoin d'aide. Quelque chose qui va avec, parfois, c'est la dyscalculie. C'est la même chose, mais avec les chiffres. Donc, on dit calcul mental 3 x 8, 24, et l'enfant écrit 4, 2. Et on lui dit c'est faux. Moi, je me rappelle notre fille, mais moi, je connais la réponse. Le maître dit que c'est faux. Je savais, j'ai écrit ça. Dans sa tête, elle a écrit 24. Et c'était 42. Et le maître a dit c'est faux. Donc on inverse les chiffres au lieu d'inverser les lettres. Donc ça aussi, ça peut faire partie. Il y a certains qui ont les deux, avec les lettres et avec les chiffres, certains c'est plus spécifique. Mais soyez attentifs à ce genre de choses. Maintenant, je vais donner la parole à mon mari. On va continuer avec le trouble visuel. Il y a certains enfants qui ont aussi des troubles visuels. Et, des fois, on se rend compte de ça quand c'est très grave. Ou bien, après avoir puni plusieurs fois l'enfant, réprimandé, et après, on découvre qu'il a des problèmes de vue. Même chez certains enfants, en grandissant, on dit « Va me chercher ça à la cuisine ». On est sûr qu'on l'a déposé là-bas et l'enfant va à la cuisine et ne trouve pas. Bien, on tire l'oreille de l'enfant et on l'amène, va voir. Bon, ça c'est dans les villages, n'est-ce pas? Ça ne se fait plus à Lomé. C'est longtemps dans les villages, on cogne. Mais toi, tu n'as pas vu ça? On cogne l'enfant. Bon, on va parler un peu de ça. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 6, 22. Je viens, le PowerPoint est parti. Non, attends. C'est celui-là. Oui, donc,
Oui, donc je disais que c'est dans la parole de Dieu, Matthieu 6, 22, nous dit que l'œil est la lumière du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. C'est comme ça aussi la vision pour nous, pour les enfants. La vision est quelque chose d'essentiel pour que nous puissions nous développer et aussi surtout pour l'enfant qui grandit, qui naît, voit l'environnement autour, tout ça, c'est très important. Maintenant, la vision va influencer son apprentissage. Parce que l'enfant apprend à reconnaître les membres de sa famille, à reconnaître la maison, son environnement, mais il a besoin de sa vision. S'il y a des handicaps visuels, ça va influencer son apprentissage. Sa coordination. Vous allez voir, vous avez déjà expérimenté les mamans, les enfants qui commencent à aller à quatre pattes, ils vont sur les tables, ils veulent passer à des endroits où vous allez leur demander, mais c'est qui leur dit d'aller là-bas? Mais c'est comme ça, ils apprennent à faire les calculs, la mathématique, tout déjà petit. Alors qu'ils sont en train, mais des fois il va taper la tête à la table, c'est pas grave. Il apprend à faire les maths, à faire les calculs. Et tout ça, mais il a besoin aussi de sa vue pour apprendre tout ça. Ce qui veut dire que les bébés, qu'on garde tout le temps au dos parce qu'il ne faut pas que cela lui arrive, ça là. Il y a beaucoup de choses que l'enfant doit apprendre, mais il n'apprend pas. Donc c'est important de voir on donne une sécurité, mais en même temps, on a de regard sur l'enfant et on voit que l'enfant a de liberté. Détecter tôt le problème de vue peut prévenir des complications qui vont venir à long terme et aussi favoriser une prise en charge efficace. Donc il y a des troubles oculaires visibles, il y a des choses qu'on peut voir. Par exemple, l'alignement normal des yeux. Est-ce que les yeux sont normalement alignés? Ou si un œil semble se tourner vers l'intérieur ou l'extérieur. On peut voir ça. Ça, c'est visible. Il y a certains, c'est c'est des millimètres près. Mais on peut quand même, en observant, on peut tout de suite voir. Et aussi, en allant chez le pédiatre, tout ça, ils sont formés aussi, ils vont tout de suite voir que l'enfant a tel problème, ou bien au niveau de l'œil, ou comment, et puis comment aider. Dans certaines situations, comme j'ai dit, il faut contacter le pédiatre ou l'ophtalmologue, pardon. Il y a aussi plusieurs tutoriels de réhabilitation des yeux avec des exercices pour favoriser la vue sur l'Internet. Donc ça, c'est des outils aussi que vous pouvez utiliser. Assurez-vous de trouver de bons exercices. Demandez conseil à votre ophtalmologue. Il ne faut pas juste penser que ça va s'améliorer quand l'enfant grandit ou bien quoi que ce soit. Donc, on peut voir ces troubles très tôt chez l'enfant. Absence de contact visuel. Voir que l'enfant a des problèmes à avoir de contact visuel avec vous. Si un bébé ne fixe pas ses regards sur ses parents ou ne suit pas les doigts, on fait comme ça, on va voir si l'enfant suit les doigts. Donc on peut tout de suite voir est-ce qu'il y a un souci ou une préoccupation par rapport à ça.
Si l'enfant frotte souvent les yeux avec ses mains, nous pouvons voir, ou bien on peut aussi déduire qu'il y a un problème. C'est vrai, les bébés et les jeunes enfants qui frottent constamment leurs yeux peuvent ressentir une gêne ou une irritation due à une mauvaise vision, où il y a un problème à prendre en compte. S'il y a aussi des clignements excessifs, anormaux aussi, nous pouvons voir que l'enfant a, ou bien on peut déduire que l'enfant a des problèmes au niveau des yeux, ou bien a des difficultés à voir clairement. Pour certains, ça peut être comme une voile qui cache un peu, donc ils veulent faire l'effort d'enlever quelque chose parce qu'ils ont des problèmes, ils n'arrivent pas à voir correctement. Si l'enfant ne parle pas encore, ou on verra qu'il touche et souvent les yeux, parce que le bébé ne peut pas dire qu'il a mal à l'œil ou bien il ne voit pas bien, mais il touche souvent les yeux. Là, on peut faire des déductions et l'amener chez un pédiatre ou un ophtalmologue. Il y a des enfants d'âge préscolaire et scolaire. Donc, ils rencontrent des difficultés. Donc, pour connaître aussi, difficulté à connaître des objets et les couleurs. C'est bien que nous puissions enseigner les couleurs à nos enfants très tôt, mais on voit aussi, si certains ont des problèmes à les reconnaître, un enfant qui a du mal à identifier ces objets, qui sont des objets qui sont autour de lui à tout moment, mais il a du mal à les identifier. Là, nous devons voir qu'il y a un problème de vue. À l'école, l'enfant peine à recopier les leçons au tableau. Ça, c'est quelque chose que nous devons observer tout de suite. On dit, mais pourquoi toi tu n'as pas copié, tu n'as pas fini de copier tes leçons? Donc on va commencer à menacer, à taper l'enfant. Mais c'est bien de voir. Est-ce que l'enfant est trop loin du tableau? Là où il est-ce qu'il arrive à bien voir au tableau? Ou bien il y a des faiblesses au niveau des yeux, des problèmes, ou soit il a besoin d'être ramené devant pour mieux voir au tableau, ou bien voir vraiment s'il y a un problème au niveau des yeux. Il faut voir aussi si l'enfant incline la tête pour regarder. Si souvent pour regarder il incline la tête, donc peut-être il y a un problème dans un œil et il va essayer de compenser avec l'autre. Donc il va chercher lui-même un peu des moyens comme incliner la tête. Ça peut être un signe. Les yeux de l'enfant coulent beaucoup. Et aussi, il est sensible à la lumière forte, bien à la lumière. Il n'arrive pas à bien regarder la lumière, ou dès qu'il voit la lumière, ou bien les yeux coulent. Donc, nous devons tenir compte de tout cela. Où l'enfant se cogne souvent. On va dire, mais c'est toi seulement. Tu vois tes frères et soeurs, tu ne vois pas. Et on s'arrête là. C'est toujours toi. Ce n'est pas sa faute. Probablement, des fois. Je dis, il se peut que l'enfant ne voit pas bien. Et on doit prendre ça en compte.
il ne trouve pas les objets. Lors de la lecture, il se plaint que les lettres dansent ou bougent, sont trop petites. Nous devons tenir compte de cela. Un mot de tête fréquent, c'est aussi un signe, ou ça pourrait être aussi le signe que l'enfant ne voit pas bien. Proximité à l'écran. Ou au livre. Les enfants qui s'assoient très près de la télévision ou tiennent les livres trop près de leurs yeux, ça peut toujours nous dire l'enfant là il a un problème. Ou ça va nous amener à regarder de plus près l'enfant et voir s'il n'a pas de mauvaise vue. Parce que les mauvaises vues vont entraîner de mauvais rendements scolaires. Les problèmes de vision, non corrigés, vont affecter la capacité de l'enfant pour lire, pour écrire. Ça va l'amener à vraiment ne pas bien voir. Ok, lorsque l'enfant rencontre des difficultés scolaires, la première chose à faire est de faire le contrôle de vue chez un ophtalmologue. Ça, c'est très important. On va, peut-être avec l'ophtalmologue, on peut arriver à voir qu'il faut des verres des lunettes pour que l'enfant puisse mieux voir. Encouragez votre enfant à lire et à étudier dans une pièce bien éclairée. Il faut toujours avoir de bonnes lumières à la maison pour que l'enfant puisse lire. Et encouragez votre enfant à adopter de bonnes habitudes visuelles, comme prendre des pauses fréquemment lors des activités et de près. Lecture, utilisation d'écran, tout ça. C'est aussi bien si vous avez la verdure à la maison que vous pouvez encourager l'enfant, dire bon, maintenant tu arrêtes, tu vas sortir un peu, regarder les fleurs, les herbes. La verdure, la couleur verte est la couleur qui régénère beaucoup de choses en nous. Pour la convalescence, ça apporte beaucoup aussi à la vue. Donc, aller regarder la végétation, la nature, ça va faire aussi une pause au niveau des yeux. Maintenir une distance adéquate par rapport aux écrans. Tu es trop près, tu es trop distant. Il faut rester ici. Mais vous allez voir, il y a des enfants, ils vont bouger parce que il ne voit pas bien. Il a besoin de cela. Ça peut attirer notre attention. J'ai déjà dit de lire dans un environnement bien éclairé. Nous devons faire examiner régulièrement la vue de nos enfants. Ça coûte quelque chose, mais c'est un bon investissement de voir quelle est sa capacité au niveau des vues. Ça va éviter certains problèmes. Les enfants sont très doués pour faire ce genre de choses. Se cacher sous la couverture pour regarder, pour pas qu'on voit qu'ils sont en train de regarder un dessin animé. C'est très mauvais pour les yeux. Ok, on va parler de l'handicap auditif.
enfant sourd, c'est un enfant qui est né avec ce handicap ou qui a perdu l'audition avant d'apprendre à parler. Et puis un enfant malentendant, c'est celui qui a subi une perte d'audition après avoir appris à parler, soit après 3 ans. Alors il y a certaines maladies comme des infections de l'oreille interne ou une méningite qui peut amener une perte de l'audition. Mais le gros défi souvent aussi, c'est l'exposition au bruit. C'est la cause première des troubles de l'audition. Il faut savoir que des niveaux sonores élevés détruisent de façon irréversible les cellules liées et altèrent les fibres nerveuses auditives. Et ça, c'est vraiment important. Alors qu'on vit dans un monde bruyant, il faut savoir que le bruit peut également créer des troubles cardiovasculaires. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, quand je rentre dans certains milieux où il y a la musique à fond et il y a les basses, il y a le cœur qui tape. Mais ça, il faut tout de suite quitter des endroits comme ça, parce que c'est vraiment dangereux. Vous mettez des boules caisses. En tout cas, suivant où je vais, moi j'ai mes boules caisses. Et puis désolé, mais je mets mes boules caisses. Parce que je veux protéger mes oreilles, je veux protéger ma santé. On ne fait souvent pas assez attention. Lorsque vous devez parler à quelqu'un et que pour que la personne vous entende, vous devez crier, ça veut dire que le bruit autour de vous est beaucoup trop élevé et est en train de détruire vos capacités auditives. On nous disait quand j'ai fait ma formation qu'un enfant, d'infirmière assistante, un enfant qui est né à la campagne, son oreille commence à se détériorer à l'âge de 20 ans. L'enfant qui vit dans une grande ville, l'oreille commence à se détériorer le jour où il est né. Alors c'est vrai, nous on habite Palimé, on est dans un quartier assez calme, on est souvent à Gou, dans la montagne, il n'y a pas de bruit. Mais quand je viens à Lomé, j'ai l'impression qu'il y a du bruit non-stop, même la nuit. Il y a ces rumeurs au loin. Et donc, il faut vraiment voir comment protéger aussi les oreilles de nos enfants. Il existe des choses qu'on peut mettre dans les oreilles pour les protéger. Surtout quand vous allez à l'église, quand il y a la louange, il y a les choses qui sont très fortes. Protégez les oreilles de vos enfants. Parce qu'ils peuvent devenir sourds à cause du bruit. Alors voilà des indices. Donc par exemple, il n'y a aucun risque lors de conversations normales, d'une chambre calme, des chuchotements, tout ça, il n'y a aucun risque pour les oreilles. Ensuite, quand on est dans les supermarchés, les grands magasins, les environnements de travail, ça amène de la fatigue aux oreilles. Lorsqu'il y a des bruits tels que restaurants, circulation, tondeuse à gazon et tous ces bruits, ça devient maintenant inconfortable. Ensuite, ce qui est des risques sérieux, les cancers, les marteaux-piqueurs sur les chantiers. Et puis les dangers, c'est le coup de feu, tonnerre et les réacteurs des avions. Maintenant, il faut savoir que si vous êtes longtemps exposé à quelque chose qui n'est pas un risque sérieux, qui est inconfortable, si vous passez une journée à entendre les bruits de la circulation et de la tondeuse à gazon, ça détruit plus rapidement votre oreille qu'un coup de tonnerre ou un bruit très fort. Donc on doit vraiment faire attention par rapport à ces choses-là. Alors comment détecter une perte auditive? Un enfant qui a des problèmes auditifs, il ne réagit pas au son. Il ne réagit pas au bruit fort et ne répond pas directement lorsque ses parents l'appellent. Ça peut être un signe qu'il n'entend pas. Vous l'appelez, il ne répond pas. Et naturellement, qu'est-ce qu'on fait? On s'énerve. Et on ne pense pas que peut-être il a un problème de l'ouïe. Et ça peut se voir dès la petite enfance. On remarque ça aussi quand il y a des retards de langage. Parce qu'il a besoin d'entendre pour pouvoir parler. S'il y a des retards de langage, il faut vérifier s'il n'y a pas un souci au niveau de l'ouïe. Les enfants malentendants peuvent montrer un retard dans le développement de la parole et du langage.
Ils peuvent aussi prononcer des mots de manière incorrecte parce qu'ils les entendent mal. Un enfant qui n'entend pas, il a souvent les yeux dans le vague. Il semble inattentif ou bien il s'isole. Et ça peut montrer qu'il a peut-être un problème d'écoute. Il ne peut pas entendre. Un enfant qui augmente constamment le volume. À la télé, il va augmenter le volume. Il regarde un dessin animé, il augmente le volume. Quelqu'un qui continuellement dit c'est pas assez fort, il augmente le volume, montre qu'il y a un problème auditif. Et lorsqu'il s'exprime, soit il parle fort et il crie. Et à l'école, on va le remarquer parce que c'est un enfant qui ne suit pas les instructions, parce que simplement il ne les entend pas bien. Il a de la peine à réagir et à interagir avec ses pairs ou à répondre aux questions en classe. Et tout ça, ça peut indiquer des problèmes auditifs. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider l'enfant? De nouveau, il faut consulter le spécialiste, un ORL, un otorhinolaryngologiste, pour un diagnostic précis. On peut faire des tests auditifs et déterminer le degré des pertes auditives. Et après, on peut vous orienter. C'est important d'offrir un soutien émotionnel et psychologique à l'enfant pour l'aider à faire face aux défis liés à sa perte auditive. Et ce n'est pas parce qu'un enfant souffre de ce handicap qu'il ne peut pas réussir sa vie. Donc de nouveau, on encourage une attitude positive et inclusive pour favoriser son bien-être. Et la participation active de la famille est importante. Les parents et les frères et sœurs doivent être informés pour soutenir l'enfant dans toutes les sphères de sa vie. Il faut qu'on l'accompagne. Alors, l'important de nouveau, c'est de détecter très tôt la perte auditive ou la surdité et prendre les mesures appropriées. Et c'est possible, avec un bon suivi, de minimiser les impacts sur le développement de l'enfant et de lui offrir une vie pleine et enrichissante. Alors si, selon les difficultés, il y a des appareils auditifs que l'enfant peut avoir et qui permettent d'amplifier les sons et qui lui permettra d'entendre. Sinon, on peut aussi apprendre à l'enfant des techniques de communication adaptées. Et selon ce qui est touché, l'enfant devra apprendre soit à lire sur les lèvres ou devra être orienté vers un centre où l'on pratique le langage des signes. Et en tant que famille, ça veut dire que nous aussi on devra apprendre ce langage pour pouvoir communiquer avec l'enfant. Donc voilà, quand on a des enfants qui ont certains troubles, ça demande beaucoup de la part des parents, des frères et sœurs. J'aimerais encore rapidement parler de l'environnement. Il y a beaucoup de troubles qui sont liés à l'environnement, la pauvreté. On n'a pas les moyens pour consulter, il y a les maladies à répétition, etc. Et ça peut amener des troubles chez les enfants. Pas de lumière pour étudier le soir, parfois trop de travail à la maison parce qu'il faut aider et on ne peut pas étudier. Et puis ça crée des troubles chez les enfants, ça fait des enfants qui sont en difficulté et tout ça c'est lié à l'environnement. De la négligence chronique, manque de soins, d'éducation, l'enfant doit se débrouiller tout seul, ça va créer des problèmes pour lui. La maltraitance, frapper l'enfant, crier, insulter, rabaisser, humilier, que ce soit à la maison ou à l'école, l'enfant a de fortes chances de passer à côté de sa destinée lorsqu'il vit dans des milieux comme ça. Il y a tous les abus physiques, émotionnels, sexuels et spirituels qui peuvent vraiment causer des troubles chez les enfants. Et là aussi, c'est comme on en parlait hier, il faut arriver à passer du temps avec son enfant, à l'écouter, à comprendre ce qui se passe pour détecter ce genre de choses. La pédophilie, c'est de plus en plus fréquent. L'attirance sexuelle d'un adulte pour un enfant, et ça peut aboutir à l'acte, et vos enfants peuvent être exposés à ce genre de choses. Et la personne qui agit comme cela avec votre enfant va le menacer, va l'interdire de partager ça, et ça va créer des troubles chez votre enfant. Malheureusement, toutes ces formes d'abus font de nos enfants des victimes.
Donc, informez vos enfants, faites de la prévention, gardez le canal de la communication ouverte et n'hésitez pas à les défendre et le cas échéant, aller à la justice. Nous avons toujours dit à nos filles, si on vous touche, on vous fait quelque chose, défendez-vous. Criez, tapez, hurlez, faites tout ce que vous voulez, nous on vous défendra. Et une de nos filles était à l'école, le surveillant vient derrière et il lui attrape la poitrine. Et elle a fait comme ça. Elle a levé la tête et elle a dit « Ah, c'est vous, monsieur ?» Elle a dit « Je savais que c'était lui. » Mais il n'avait rien à dire. On n'a jamais été convoqué chez lui. Il savait qu'il avait tort. Donc vous avez le droit de dire à vos enfants, il y a des choses on doit dire non. Il y a des choses qui ne sont pas correctes et qu'on ne peut pas accepter. Même si c'est un grand, même si c'est un adulte, même si c'est une personne d'autorité. Et vous défendez vos enfants. Équipez-les pour qu'ils ne subissent pas des troubles liés à ce genre de choses. Malheureusement, ouais, c'est un autre sujet ça. Oui, donc ça, si on parle dans le domaine intime, il y a des parents qui se lavent avec les enfants. Et puis ça perturbe aussi le développement psychologique de l'enfant. L'enfant n'est pas prêt à voir la nudité d'un adulte. L'enfant doit être lavé seul à part. Voilà. Ce que je voulais dire encore, c'est qu'il y a trop d'abuseurs aujourd'hui qui courent en paix, sous couvert qu'il a une famille, que si on le dénonce, c'est nous qui sommes les méchants, et on oublie complètement la victime. Parce que lorsqu'une petite fille a été abusée, on a détruit sa dignité, on a détruit son identité, on l'a détruite complètement. Mais souvent, on veut s'arranger à l'amiable, et c'est la petite fille qui souffre, et puis on n'est pas prêt à dénoncer ces actes-là. Et là, il faut que ça change aussi dans notre mentalité. Parce que quand on commence à mettre les gens en prison, ils vont arrêter. C'est parce qu'on ne les met pas en prison, on les affecte et puis ils recommencent ailleurs. Et on multiplie le problème, c'est une vraie gangrène. Donc, soyons des parents qui nous positionnons aux côtés de nos enfants. D'une manière générale, tout ce dont on a parlé, et on n'a pas pu parler de tout, parce que c'est les troubles chez les enfants, il y a beaucoup de choses. Il y a des choses dont on n'a pas pu évoquer. Mais d'une manière générale, si vous voyez que quelque chose cloche, trouvez des personnes compétentes le plus tôt possible. De manière générale, plus on détecte tôt un trouble ou un handicap chez l'enfant, plus on aura de chances de lui apporter une aide appropriée. Parfois, c'est seulement lorsqu'il va à l'école qu'on va le découvrir. Mais dès qu'on le voit, faisons quelque chose. Parfois, le regroupement des enfants, comme vous avez les enfants au FJ, permet une certaine saine comparaison. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a quelque chose qui est chez cet enfant qui n'est pas comme les autres, et ça peut nous montrer que peut-être il y a un trouble quelconque et qu'il faut alerter un spécialiste et l'aider et l'accompagner. Et ça peut alerter les parents et les professionnels autour de l'enfant. Maintenant, le plus important, priez pour vos enfants. Priez pour vos enfants. Vous savez, je pense qu'il nous a aussi beaucoup aidé avec notre fille, c'est qu'on a prié. On a fait des prières concrètes. Alors qu'elle avait tellement de peine à l'école et je ne savais pas encore qu'elle était dyslexique, j'ai vu que Jésus a ouvert l'intelligence à ses disciples pour qu'ils comprennent. Alors je priais, j'ai dit Seigneur, ouvre l'intelligence. Et quand on a eu le test orthophonique, qu'on a parlé déficit de mémoire, déficit de concentration, dyslexie, en quatrième truc, je ne sais plus, j'ai commencé à bénir sa mémoire. Bénir sa mémoire, ouvre-lui l'intelligence, donne-lui la compréhension, aide-la à gérer ce trouble, fais des miracles pour elle. J'ai appelé à l'existence ce qui n'existait pas. On a commencé à prier spécifiquement. Et c'était vraiment une grâce qu'on a pu avoir on a pu détecter ça, et puis après on a essayé, tant bien que mal, comme on a pu, de l'accompagner dans ce handicap. Priez la parole et les promesses de Dieu. La parole de Dieu ne revient pas sans avoir accompli avec succès ce pourquoi elle a été envoyée. Donc moi, quand je recevais des versets, je les écrivais et je les proclamais régulièrement sur mes enfants. Et particulièrement sur celles qui avaient un souci. Priez que Dieu ouvre son intelligence, qu'il bénisse la mémoire, qu'il ouvre les yeux, qu'il ouvre ses oreilles,
C'est-à-dire, appelez les choses. Jésus a guéri des sourds, il a rendu la vue aux aveugles, il n'a pas changé, il est le même. Donc on peut bénir nos enfants. Si vous sentez que le Seigneur vous conduit à faire onction d'huile, à bénir les yeux, bénir les oreilles, bénir le cerveau, faites-le en famille. Appelez les choses. Et là, c'est des témoignages puissants. Je crois que Dieu n'a pas changé. Il est celui qui guérit. Il est celui qui libère. Alors, merci Seigneur pour les professionnels de la santé. Mais merci Seigneur parce qu'il fait encore des miracles aujourd'hui. Et puis, demandez à Dieu des stratégies. Comment aider votre enfant? Il vous montre comment faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Alors, ça prend du temps, mais soyez intentionnels petit à petit. Et ça va petit à petit se mettre en route. Écoutez ce que Dieu vous dit et faites-le. Est-ce que vous pouvez lire ce qui est écrit au tableau? C'est un peu pâle, hein? Mais vous voyez? Ça sera spécifiquement pour les gens qui sont là-bas. Regardez ici. Est-ce que vous arrivez à lire? Oui, mais c'est du français, je vous rassure. C'est du français, je vous rassure. C'est pas chinois, coréen, non, c'est français. Quelqu'un a une idée? Jésus, bravo. Ah bon? Alors, ne regardez pas les traits, regardez le vide. Le J, le E, le S, le U et le S. C'est Jésus. On ne le voit pas, mais il est là. Et dans les situations compliquées que vous avez avec vos enfants, Jésus est là. Il est avec vous. Il est avec votre enfant. Peut-être que vous n'avez pas réalisé qu'il était là. Que lui-même, il sait que cet enfant a un trouble, a un défi. Et vous n'avez pas vraiment remarqué sa présence. Vous ne l'avez pas forcément invité dans cette situation. Mais j'aimerais nous encourager chacun à impliquer Jésus dans ce que vous vivez, dans la vie de vos enfants. Et vous allez voir comment Dieu peut changer les circonstances difficiles et compliquées pour sa gloire. Alors priez spécifiquement pour vos enfants. Impliquez Jésus. Demandez-lui aussi comment prier. Parce que c'est ça qui fait toute la différence. Et les parents, on est témoins de notre fille. Je me demandais si elle allait vraiment avoir son CPD. Et après, quand elle a eu, on se demandait si elle aurait eu son BPC. Et puis, on a mis le paquet, on a fait ce qu'on pouvait, on a prié pour elle. Et comme je vous le disais, aujourd'hui, elle est en dernière année d'infirmière, elle finit avec 2 stages, et puis elle est diplômée. Et elle gère sa dyslexie, elle gère ses problèmes de mémoire et tous ses déficits de concentration. C'est pas facile pour elle. Elle me disait aux examens, au bout de 2 heures, elle était out. Mais il y avait encore 1 heure. Et puis les autres faisaient du bruit et elle devait se concentrer. Et quand elle m'a dit, je ne sais pas ce que ça a donné, je me suis dit, mais j'espère qu'elle a eu son examen. Et elle l'a eu. Je dis, mais des fois le Seigneur, il est là, il fait des miracles. Et puis elle a réussi sa 3e année théorique et maintenant elle finit avec des stages. Et Dieu est grand, Dieu est puissant et Dieu est capable de faire de grandes choses. Et comme nous dit la parole dans Philippiens 4, les versets 6 à 7, n'entretenez aucun souci. En toute situation, exposez vos besoins et vos souhaits à Dieu, en les lui faisant connaître dans vos prières. Intercédez avec confiance et sérieux. Exposez vos requêtes avec précision, sans oublier d'exprimer aussi votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées et les maintiendra dans la communion et sous la protection de Christ Jésus. C'est version parole vivante. Je sais que des enfants qui souffrent de certains troubles, et il y a d'autres troubles dont on n'a pas parlé,
peut vraiment entretenir des soucis dans nos cœurs. Et on peut venir avec ça vers le Seigneur. Dans la Bible, les parents sont venus avec leurs enfants vers Jésus. Des enfants qui étaient possédés, des enfants qui avaient différents troubles et problèmes, et Jésus les a guéris. Et il veut le faire encore aujourd'hui. Donc, moi, j'aimerais nous encourager à vraiment venir avec tout ça vers le Seigneur, lâcher prise, dire Seigneur, tu t'es pas trompé, tu as un plan pour mon enfant, et avec toi, on aura la victoire. Amen. Amen.